Alors oui, j'ai proposé ce titre, la philosophie des Yoga Sutras, parce que les Yoga Sutras sont avant tout un texte philosophique. Alors évidemment, je dis ainsi, c'est peut-être un peu brutal pour vous, mais parce qu'aujourd'hui en Occident, on a une autre image du yoga, mais quand on regarde le texte lui-même, j'ai eu l'occasion donc de le traduire pour l'encyclopédie du yoga là, que j'ai amené avec moi aujourd'hui, pour y faire un certain nombre de citations. Donc quand on regarde le texte lui-même, on se rend bien compte que c'est un texte de spéculation et de débat. Je vais revenir sur le thème du débat, parce que jusqu'à présent, c'est un thème qui a été assez occulté par les indianistes, par les spécialistes de la philosophie indienne en général. Or, quand on lit attentivement les Yoga Sutras, on se rend compte que s'il n'y avait pas eu de débat philosophique dans l'Inde à cette époque-là, probablement que les Yoga Sutras n'auraient pas été composés. Alors, je vais venir donc à ce premier point. En guise, si vous voulez, d'introduction, je voudrais vous situer un peu la composition des Yoga Sutras dans le contexte historique. Cela, je n'aurais pas pu le faire probablement il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, il y avait encore très peu d'éléments à notre disposition pour caractériser le contexte historique. Mais il se trouve que les chercheurs travaillent et qu'on a maintenant un certain nombre d'éléments qui nous montrent que le contexte historique au sens large, c'est-à-dire politique, idéologique, religieux, a joué un rôle très important dans la composition des Yoga Sutras. Alors pour le dire en quelques mots, au IVe siècle de notre ère, je dis bien donc au IVe siècle de notre ère, il y a un grand empire qui émerge dans l'Inde du Nord, c'est l'empire Gupta. Et l'un des grands empereurs donc, de cette dynastie, Chandragupta II, avait le plaisir, et je dirais oui, le plaisir intellectuel d'organiser des débats philosophiques. Alors il n'était pas le premier à le faire. Il y avait déjà d'autres avant lui qui l'avaient fait, mais lui, dans la mesure où il était l'empereur d'un très grand empire qui concernait toute l'Inde du Nord, quand il a décidé d'organiser des débats, évidemment, ça a pris tout de suite une dimension, vous voyez, politique, pas seulement philosophique, mais aussi politique. Bon. Or, on sait, par des annales chinoises, parce que là aussi, vous voyez, on a eu besoin de se tourner vers les textes chinois. On sait par les textes chinois, parce qu'il y avait déjà des Chinois qui venaient en Inde à cette époque, qu'il y a eu un grand débat aux alentours de 380 de notre ère, donc, entre un bouddhiste qui s'appelait Buddhamitra et un philosophe du Samkhya qui s'appelait Vindhyavasina. Bon, je reviendrai sur le Samkhya si vous ne connaissez pas cette école. Donc ce débat organisé par Chandragupta II, on sait que c'est le philosophe Samkhya qui a emporté, donc qui a gagné ce débat. Et qu'est-ce que ça voulait dire être victorieux? Ça voulait dire non seulement qu'on en retirait une gloire personnelle, qu'on en retirait tout à l'heure, la personne qui parlait avant moi parlait de dakshina. Alors, il en a retiré aussi des dakshinas considérables, en pièces d'or, en bétail, mais son interlocuteur, donc son débatteur, le bouddhiste, lui a été condamné à être battu en place publique. C'est-à-dire que c'est ce que nous disent en tout cas les lettrés chinois, il a été battu publiquement parce qu'il avait perdu le débat, donc on considérait qu'il devait avoir une punition. Bon. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que donc on était à Ayodhya, donc dans l'Inde du Nord, et Buddhamitra appartenait à une école bouddhique qui s'appelle Sautrantika. Bon, c'est une école réaliste qui est fondée, bon, comme toutes les écoles, sur les dits du Bouddha, sur les paraboles du Bouddha, mais aussi c'est une école, je dirais, réaliste au sens où elle admet que le monde a une existence, ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles bouddhistes. Bon. Et le grand maître, en fait, de cette école, qui était absent au moment du débat, quand il est revenu et qu'il a appris donc que son disciple, qui était son disciple, mais qui était très vieux, qui était âgé à cette époque,
a été battu en place publique, il a, disons, juré de se venger. Donc il a obtenu de Chandragupta qu'il organise un deuxième débat. Donc il y a eu un deuxième débat philosophique, et là c'était Vasubandhu, donc ce grand maître bouddhiste qui a participé. On ne sait pas qui avait de l'autre côté, c'était un autre philosophe du Samkhya, c'était pas Vindhyavasin, c'était un autre. Et là on sait qu'au moment du deuxième débat, c'est le bouddhiste qui a gagné. Bon. Et alors, il en a retiré tout de suite un prestige considérable parce qu'il est devenu le conseiller particulier donc, de Chandragupta II. Il avait vraiment ses faveurs, il a même été le précepteur du fils de Chandragupta. Donc c'est pour vous dire que... Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Pour vous montrer qu'on est au IVe siècle et qu'il y a une école philosophique qui est très importante, c'est le Samkhya. Elle est très importante parce qu'elle est liée au yoga. C'est pour ça que j'en parle, on va voir pourquoi. On sait que cette école, elle est souvent en débat avec le bouddhisme et que, comme je viens de vous le montrer, parfois elle gagne, parfois elle perd. Bon. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que, puisque dans le second débat, le Samkhya a été battu, et visiblement, il n'y a pas eu d'autres débats organisés par la suite, en tout cas ce que nous disent les lettrés chinois. Mon hypothèse, quand j'ai travaillé donc pour la traduction de ces Yoga Sutras, mon hypothèse est la suivante, c'est que des philosophes ont compris qu'il y avait des faiblesses dans le Samkhya et ils ont décidé de remédier aux faiblesses du Samkhya en tenant compte des objections du bouddhisme. Et pour faire les deux, mon hypothèse, c'est qu'ils ont composé les Yoga Sutras. C'est-à-dire que l'idée de composer les Yoga Sutras, parce que les Yoga Sutras ont été composés quand? Au début du 5e siècle. Puisque là, vous voyez, les deux débats dont je viens de parler, c'est fin 4e, donc c'est entre le début du 5e et le début du 6e. Voilà. C'est à peu près à la fourchette qu'on se donne, vous voyez. Elle peut vous paraître considérable, mais quelquefois les fourchettes sont beaucoup plus grandes pour certaines philosophies. Donc mon hypothèse est que des philosophes qui sont liés au Samkhya ont compris que le Samkhya avait des difficultés face au bouddhisme, qu'il avait déjà été battu, qu'il le serait peut-être de nouveau par la suite. Mais ils ont tenu compte aussi du bouddhisme, parce que le bouddhisme est en pleine expansion au IVe siècle de notre ère. Il y a des philosophes bouddhistes un petit peu partout, dans toute l'Inde du Nord, et il y en a même aussi dans l'Inde du Sud. Et pour donc à la fois répondre aux objections des bouddhistes et pour améliorer, entre guillemets, le Samkhya, ces philosophes se sont dit qu'il fallait fonder une nouvelle école qui serait liée au Samkhya, mais qui ne serait pas le Samkhya, et cette nouvelle école, c'est le yoga. Parce qu'il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que dans les manuscrits, on a quand même beaucoup de manuscrits des Yoga Sutras en Inde, je ne sais combien il y en a, parce qu'il y a un chercheur allemand qui a travaillé dessus, je crois qu'il a travaillé sur à peu près une 50aine de manuscrits, et il y en a encore d'autres. Il n'a pas vu tous les manuscrits, donc il y en a beaucoup. Et sur le colophon, si vous voulez, c'est en quelque sorte la carte d'identité du manuscrit qui se trouve à la fin. On appelle ça le colophon. Sur le colophon, en fait, il est indiqué la chose suivante. Je vais vous lire le colophon, et vous allez voir qu'il n'est pas neutre. Donc le colophon des 4 chapitres des Yoga Sutras se termine ainsi. Ainsi s'achève le chapitre du traité attribué à Patanjali, qui éclaire le Samkhya et que commande Vyasa. Donc vous voyez, en fait, le mot important ici, je pense, c'est qui éclaire le Samkhya. Parce que si on éclaire quelque chose, c'est qu'on présuppose que la chose n'est pas claire. Sinon, on n'éclaire pas une chose qui est déjà claire en elle-même. Donc, si le colophon dit que les Yoga Sutras éclairent le Samkhya, c'est que visiblement, il y avait des obscurités dans le Samkhya. Et moi, je pense que l'idée selon laquelle les Yoga Sutras ont été composés pour améliorer le Samkhya, mais tout en restant dans la tradition du Samkhya, mais en l'améliorant, et pour répondre de manière très vive au bouddhisme, je dirais qu'aujourd'hui, c'est une hypothèse qui me paraît assez bien tenir la route. Voilà, donc ça c'est mon introduction historique. Alors, pour parler un peu plus donc maintenant du Samkhya, parce qu'effectivement, il y a une philosophie à laquelle le yoga est lié, c'est le Samkhya. Bon, Samkhya, en sanskrit, ça signifie compter, énumérer. C'est un verbe au départ, avant de devenir un substantif.
il se trouve aussi que le grand texte du Samkhya classique a été composé aussi au même moment. Il est contemporain de Vasubandhu, il est contemporain des Yoga Sutras. C'est un texte qui s'appelle Samkhya Karika, les strophes du Samkhya, par un auteur donc, qui s'appelle Ishvara Krishna. Et donc c'est le seul texte qui nous reste du Samkhya classique. Il y en a eu d'autres, mais qui ont été perdus. Et dans ce texte, on voit bien le problème philosophique, en fait, qui est posé par le Samkhya et que le yoga va essayer de résoudre. En fait, quel est ce problème ? Dans le Samkhya, on part d'un couple qui est nature, principe conscient. C'est-à-dire Prakriti, vous connaissez peut-être les mots, Purusha. Voilà. Donc tout le Samkhya, c'est un dualisme. Il est fondé sur ce dualisme, sur cette dualité entre tout ce qui appartient à la nature. La nature est vue comme quelque chose qui produit, Prakri. Et en face de cette nature, il y a un principe Purusha. Alors Purusha en sanskrit, je dirais en sanskrit de la vie de tous les jours, ça signifie l'homme, l'être humain, ou ça signifie même quelquefois le mâle, l'homme au sens masculin du terme. Mais dans le Samkhya, ça signifie le principe de conscience, Purusha. Bon. Donc le Samkhya se fonde sur ces deux principes. Alors, et quel est le problème qu'il pose, le Samkhya ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit deux choses assez étonnantes. Il dit, d'une part, que la nature lie l'être humain à la transmigration, elle le force en quelque sorte à la transmigration, ça c'est la nature, parce que la nature, dans la mesure où elle produit en l'être humain des actes, et que l'être humain qui produit des actes, eh bien, entre dans ce système que vous connaissez bien, qui est le samsara, donc la roue des renaissances. Bon. Donc d'un côté, la nature lie l'être humain donc au monde des renaissances, au monde social, au monde des autres, mais les Samkhya Karika disent que elle fait aussi une autre chose, la nature. Ils disent que la nature, elle destine l'être humain à être libéré. Donc en fait, les Samkhya Karika disent deux choses presque contradictoires. Ils disent que la nature force l'être humain à transmigrer, mais elle dit aussi que la nature destine l'être humain à être libéré, grâce au principe de conscience. Donc ça pose un problème, parce que comment est-ce que la nature peut faire les deux choses à la fois ? Comment est-ce qu'elle peut à la fois forcer l'être humain à faire des actes, à être lié à la transmigration, et en même temps, comment est-ce qu'elle peut le destiner à être libre ? La réponse du Samkhya, le Samkhya dit, c'est dans la finalité de la nature. Voilà. Il y a une finalité dans la nature, qui est exprimée en sanskrit par le mot artha. Chaque fois que vous terminez un composé par le mot artha, ça signifie qui a pour but de. Bon. Donc il y a une finalité dans la nature, et le Samkhya Karika dit le principe conscient donc se libère parce qu'il est dans sa nature d'être libre. Donc il y a toujours un moment où le principe de conscience va se libérer de la nature. Mais ce que les Samkhya Karika n'expliquent pas, c'est comment le principe de conscience se libère de la nature. Ça, les Samkhya Karika ne répondent absolument pas à cette question. Or, je pense aujourd'hui que les Yoga Sutras ont été composés en partie pour répondre à ce problème, c'est-à-dire, on fait montrer comment un être humain peut se libérer de la nature grâce au principe de conscience qui est en lui. Voilà ce que montrent les Yoga Sutras. Et ça, je dirais que c'est la grande mission des Yoga Sutras. Mais ça, les Samkhya Karika ne le font absolument pas. Les Samkhya Karika se contentent de dire on sait que le principe de conscience peut se libérer de la nature, mais ils ne disent pas comment. Or, c'est quand même important de savoir comment on fait pour se libérer de la nature. Mais ça, les Samkhya Karika ne le disent pas. Donc, je reviens, vous voyez, à ce que je disais tout à l'heure. On ne sait pas comment le philosophe du Samkhya a perdu son débat avec le bouddhisme, mais en tout cas, on voit bien ici qu'effectivement, il y a une grande faiblesse dans la philosophie du Samkhya. Et que c'est pour pallier cette grande faiblesse que, à mon avis, les Yoga Sutras ont été composés. Bon, ça, c'est la première idée.